Bienvenue dans cette troisième saison du podcast Récits ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Bienvenue Cécile. Merci à toi de m'accueillir dans ton espace. Comment tu te sens là? Là, ça va. Fin de journée un peu fatigante toujours avec 3 enfants. Mais bon, c'est un peu le seul moment de liberté aussi qu'on a. Donc, fatiguée et soulagée comme, comme chaque soir. Pour les personnes qui viendraient écouter ton récit et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu serais d'accord de nous dire avec tes mots qui tu es et ce que tu aimes? Ok. Alors, qui je suis? Actuellement, je pense quand même que ce qui me définit le plus, c'est maman. J'ai eu 3 enfants en 4 ans, donc forcément, très, très occupée par ce rôle-là en ce moment dans ma vie. Donc, je suis maman. Avec mon chéri, on fait l'instruction en famille, donc c'est aussi quelque chose qui nous prend beaucoup de temps. Ouais, qui je suis? Je suis waouh, c'est une question pas facile, je me la pose pas souvent. J'ai du mal à me définir, en fait, j'ai du mal à me mettre ou à rester dans des cases. Donc voilà, je suis une maman, j'aime en ce moment accompagner, les femmes et les mères, dans leur chemin vers la maternité, vers la parentalité. Je dessine aussi, j'ai toujours beaucoup aimé dessiner et peindre, faire des choses avec mes mains, depuis toute petite. Voilà, je sais pas, je suis un peu multifacette, on va dire. Merci beaucoup pour cette présentation et effectivement, il y a quelques jours, je suis tombée sur ton post avec, les, mantras ou les phrases Mmh. pardon, positives que tu proposes Ouais, je les trouve très, très puissantes, très ancrantes, tes illustrations. ouais, c'est des petites cartes, que j'avais créées, j'en avais déjà créé pour la naissance de ma première. Mais là, j'ai ressenti le besoin d'en recréer pour, la naissance de mon troisième enfant et hem et ouais, donc du coup, je les ai créées, quelques jours avant que ma troisième naisse. Mmh. Belle synchronicité parce que, comme je l'aurais mis sur la miniature,
Donc, tu as enfanté de ta troisième, tu as fait un enfantement libre et autonome à 35 semaines d'aménorrhée. Ouais. Donc, effectivement, juste avant, c'était le bon moment. Mais ouais, je sentais que j'allais pas aller jusqu'au bout. J'espérais tenir jusqu'à 36, mais quand je les ai faites, en fait, j'étais déjà en travail. Donc, je me suis activée, je les ai terminées en 2 soirées. Et, et ouais, je sentais que c'était vraiment la fin. Fallait pas que je tarde. J'imagine que pour en arriver à cette naissance-là, tu as eu tout un parcours, tout un cheminement. Bon, je me suis un petit peu spoilée, j'ai écouté quelques podcasts, mais, Ok. mais c'est quand même, je pense que ça serait très, une belle embarcation que tu nous repartages ce qui t'a amené à cheminer vers cet enfantement libre et autonome-là, peut-être en allant vers tes précédentes expériences de naissance. Mais avec plaisir. Je pense que c'est toujours inspirant d'écouter et de raconter nos cheminements vers la maternité, vers la grossesse. Et, bon, en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup d'écouter les récits d'autres femmes. Donc, avec plaisir pour partager les miens. Et bah, si je devais tout retracer assez rapidement, parce que bon, c'est un peu une longue histoire, mais moi, j'ai toujours eu peur d'accoucher. Et paradoxalement, j'avais envie d'avoir des enfants. Et je voulais des enfants, mais sauter la case accouchement. Sauf que c'est pas possible, hein, ça se passe pas comme ça. Et, et donc, mais quand je suis tombée enceinte la première fois avec mon chéri, on a perdu le bébé. Et en fait, ça a été une expérience très douloureuse, mais en même temps qui nous a beaucoup appris et surtout qui nous a permis de nous questionner vraiment sur ce qu'on voulait ou ce qu'on ne voulait pas dans notre parcours de grossesse et d'accouchement, de postpartum, enfin, voilà. Et donc, on a perdu ce bébé et ça s'est pas bien passé avec les différents professionnels qu'on a rencontrés sur ce chemin-là. Et, et en fait, ça nous a vraiment permis de nous positionner, d'aller faire nos petites recherches pour savoir ben, voilà, quelles étaient les différentes possibilités, ce qui nous faisait vibrer. Euh, et donc, on a perdu ce bébé-là et nous, on a toujours eu envie d'être parents. Et donc, on a très rapidement décidé d'avoir un bébé après la perte de cet enfant. Et, et donc, du coup, mon chéri, un jour, me montre une vidéo d'une maman qui accouche dans l'eau. Il me dit: «Waouh, c'est génial, j'aimerais trop que mon enfant naisse comme ça». Et en fait, moi, j'étais pas encore vraiment renseignée. Je connaissais vraiment que l'accouchement à l'hôpital. Je savais pas que c'était possible de faire autrement. Et donc il me montre ça et je vois cette maman qui donne naissance et qui est toute paisible, toute calme. Ce bébé qui arrive dans l'eau, vraiment sereinement et ouais, j'avais trouvé ça fou et je savais vraiment pas que c'était, possible. Et hem et à partir de là, en fait, je commence vraiment à m'enseigner. Je cherche sur, Facebook, des groupes, sur l'accouchement, sur le maternage. Je découvre plein de termes. Je découvre le maternage proximal, je découvre l'allaitement. Moi, l'allaitement, je savais pas, mais réellement, hein, c'est pas du tout une blague, je savais pas qu'on pouvait avoir du lait au-delà de 3 ou 6 mois. Je pensais qu'en fait, les bébés, ils arrêtaient de téter, à 3 mois, 6 mois et qu'après, on leur donnait, du lait, enfin des PCN, du lait artificiel.
Donc et ouais, j'ai découvert plein de trucs. J'ai découvert l'accouchement à la maison, le portage, j'ai vraiment découvert tout un univers. Donc ça a été un petit peu, le début du cheminement. Et donc quand, j'ai été enceinte de ma première, on a eu la chance, d'habiter dans une région où on a beaucoup de sages-femmes qui accompagnent les naissances à la maison et on en a contacté une qui était à 15 minutes de la maison et puis, on a commencé le suivi avec elle et voilà, c'était vraiment sympa, Heu, tu une proximité en fait, que t'as pas, quand tu fais un suivi, alors moi j'ai jamais fait ça donc je sais pas comment c'est, mais du coup après dans mes études, j'ai été de l'autre côté, du côté soignant. Tu vois plein de gens qui défilent et du côté patient, en fait, c'est aussi très déstabilisant. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber, tu sais jamais à quelle sauce tu vas être mangé et hem et donc du coup, ouais, voilà, c'était vraiment, très agréable, d'être, bien entourée, en fait, d'avoir cette stabilité et cette confiance, c'était important pour moi et hem et donc du coup, bah, on a cheminé avec, cette sage-femme, pendant toute la grossesse, qui s'est super bien passée. J'avais beaucoup détricoté mes peurs, hem et en fait, j'avais identifié j'avais compris que mes peurs, elles venaient pas forcément de l'accouchement en lui-même, mais de toutes les représentations qu'on en a de tout ce système, «classique» entre guillemets. J'aime pas mettre ce mot-là, parce que c'est pas classique finalement. C'est pas ce que la nature a vraiment prévu pour nous, mais voilà, tout le système, hospitalier, tous ces examens, enfin voilà, tout ce truc, très enfin que les femmes, 99 des femmes, suivent, en tout cas dans notre pays et je sais plus où j'en étais, mais donc voilà, j'ai identifié qu'en fait mes peurs, elles venaient vraiment du fait d'accoucher avec des inconnus, d'avoir d'être dans un milieu inconnu, de pas savoir sur qui je vais tomber, de pas savoir si je vais être en sécurité, émotionnelle. Tout ça, c'était hyper important pour moi et heu donc voilà, j'avais détricoté toutes ces peurs et je suis arrivée, le jour de la naissance de ma première. Mais vraiment la fleur au fusil. Moi, j'avais aucune crainte, par rapport à l'accouchement. Ma seule crainte, c'était, de dépasser le terme et que ma sage-femme ne me suive plus. Hem, mais elle me suivait jusqu'à 41 plus 5, il me semble et puis parce qu'en fait, moi, dans ma famille, il y a quand même eu pas mal de dépassements de terme. Je sais pas pourquoi j'étais restée là-dessus. Moi-même, je suis née, en dépassement de terme. Je mets des guillemets, hein, mais voilà, c'est l'étiquette qu'on colle et hem et donc du coup, finalement, vers la fin de la grossesse pour ma première, j'ai senti qu'il fallait que je sois seule. Heu, je ressentais vraiment que j'allais accoucher, toute seule et que c'était vraiment ça dont j'avais besoin et donc voilà, je j'ai pas du tout identifié que j'étais en travail, je pense, parce que moi, on m'avait dit que, quand je serais en travail, je le sentirais vraiment, que ça allait faire très mal, que les contractions allaient commencer à se rapprocher de plus en plus, que ça allait être progressif et en fait, moi, j'ai pas du tout eu ça. Moi, mes 2 premiers enfants, ça a été très progressif en fait, mais même pour la troisième en fait, si j'identifie le truc. Hem, beaucoup de pré-travail, dans la semaine précédant, la naissance et je me sentais un petit peu différente. C'est vrai, j'étais un peu altérée quand même, et donc le jour où les contractions ont commencé, enfin non, le jour où j'ai commencé à être en travail sans vraiment le savoir, donc pour la naissance de ma première. J'étais tranquillement chez mes parents en train d'accrocher les décorations de Noël, enfin voilà
Et je suis rentrée chez moi, il était 23 heures et quelques. Et là, en fait, j'ai commencé à être terrassée par des contractions, mais hyper, hyper, hyper intenses. Et j'ai pas compris, en fait, parce que j'avais pas du tout senti, compris que j'allais accoucher, en fait. J'ai c'était pas le schéma qu'on m'avait décrit. Et en fait, je m'allonge et je réveille mon chéri, je lui dis: «Là, je peux pas dormir, je suis en train d'accoucher, c'est là, maintenant, tout de suite». Je mets ma main et en fait, je sens sa tête. Et hem et du coup, lui, il appelle la sage-femme, il commence à remplir la piscine, il appelle la sage-femme et et en fait, il lui dit: «Bon, bah, je crois que Cécile, elle est en travail», elle lui dit: «Bon, bah, OK, d'accord, tu me rappelles, quand ça commence à s'intensifier», heu et en fait, et donc il la rappelle, je c'est lui qui a la chronologie parce que moi j'étais plus du tout là. Donc c'est lui qui sait mieux que moi, mais il l'a rappelé ensuite. Il lui a dit: «Ouais, ouais, ça s'intensifie quand même et tout». Et bah, le temps qu'elle se prépare, qu'elle arrive, tout ça, bah, en fait, j'avais déjà accouché. Alors ça a été, un accouchement très, très, très intense. J'ai pas eu le temps de m'y préparer, et physiquement et émotionnellement. Ça a été vraiment très intense. Et j'ai fait, une sortie, hors du corps pendant cet accouchement et qui a été vraiment, bon, pour avoir vécu les 2 autres après qui ont été très différents, ça a été, ouais, ça c'est il y a je suis entrée dans le vif du sujet, quoi, hein. Vraiment, sans transition. Et donc du coup, voilà. Et donc, quand j'ai récupéré ma fille sur moi, on était dans un petit studio. J'ai récupéré ma fille et là, bah, du coup, la sage-femme, elle a ouvert la porte et elle est arrivée juste après que j'ai récupéré mon bébé et voilà, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Ça a été assez rapide, entre la première contraction très forte que j'ai ressentie et la naissance, je crois qu'il s'est écoulé 2 heures, 2 heures et demie. Et comment ça enfin, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que peut-être que l'épisode durerait 2 heures, mais j'ai poussé, bah, du coup, souvent pour un premier ça arrive de pousser plus longtemps. Là, j'ai poussé pendant les 2 heures, en fait, enfin, mon corps poussait pendant les 2 heures. C'était pas des contractions, où comme pour mon fils, je ressentais que mon fils descendait dans le bassin, j'embarquais de plus en plus. Non, là, c'était vraiment 2 heures, en fait, mon corps, il poussait fort, fort, fort. Donc voilà, comment je suis devenue maman, mon premier accouchement. Et j'ai pas été vraiment étonnée parce qu'en fait, je l'avais ressenti au fond de moi, voilà, j'avais ressenti que j'avais besoin d'accoucher seule. Je suis quelqu'un de je suis assez expressive, mais en même temps, assez pudique, donc c'est vrai que pour une première fois, j'avais pas envie qu'on me regarde. J'avais vraiment, ouais, c'était que mon j'avais confiance que en mon chéri. J'avais pas de pudeur par rapport à lui, vis-à-vis de ça, mais enfin, j'avais pas envie que d'autres personnes me voient et donc voilà, pour ce premier accouchement et ensuite, je suis tombée enceinte de mon deuxième et là, tout naturellement, on s'est dirigé, vers, un accouchement non assisté. Heu, C'était une super grossesse, heu et j'ai pas fait de suivi, j'ai juste fait, l'échographie du deuxième trimestre, parce que j'en ressentais le besoin et puis j'avais fait deux trois prises de sang pour savoir où j'en étais. Mais j'étais vraiment confiante pour cette grossesse-là. L'accouchement, c'était incroyable. J'étais, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai pas compris que j'étais en train d'accoucher. C'était vraiment très doux, très progressif. J'ai senti vraiment mon fils, être acteur de sa naissance aussi. Ça, je l'avais pas ressenti du tout pour ma fille qui luttait pour ne pas sortir. Elle n'était pas hyper bien positionnée, c'était un peu compliqué. Et lui, vraiment, je sentais qu'il descendait dans mon bassin. Je sentais vraiment, les différentes étapes,
un peu classique de l'accouchement. Super belle, naissance, en 4 heures, très douce, voilà, vraiment, j'ai adoré. Hem et il est né alors ma première elle est née à 40 tout pile, 40 SA tout pile. Mon deuxième il est né, 38, plus 1 je crois. Je me souviens jamais pour lui. Hem et puis voilà. Et j'ai eu un troisième bébé surprise qui est venu s'installer, aussi, enfin mon deuxième c'était une surprise, elle aussi. Ma première non du coup et hem et donc ben, là dès le départ, je sens quelque chose de différent, dès le départ de la grossesse et hem ça tourne en boucle dans ma tête, j'ai pas jusqu'aux 4 mois de grossesse, j'ai pas réussi à lâcher prise parce que, j'étais persuadée qu'il y avait un truc qui allait pas. Je focalisais pas mal sur, une malformation ou sur un handicap et heu l'information que j'avais eue, c'est qu'il y avait une problématique avec le liquide, amniotique. Donc ça, c'est resté dans ma tête. J'ai essayé de lâcher prise sur le handicap. J'ai fait, l'échographie du premier trimestre où on m'a dit: «Non, ça va, tout va bien». L'échographie du deuxième trimestre, tout va bien aussi. J'ai même redemandé à la sage-femme: «Vous êtes sûre?» Enfin, j'étais vraiment pas sereine, en fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose de différent, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus et hem et puis le temps passe, j'étais toujours stressée et j'avais beaucoup, beaucoup de contractions dès le départ. Dès le 3e mois, j'avais des contractions vraiment, pas du tout agréables, hein, vraiment fortes. Hem, j'ai toujours eu des contractions pendant mes 2 grossesses précédentes, j'avais pas mal de contractions. C'était pas la même intensité, ça me prenait pas pareil. Là, ça me prenait dans tout le ventre, tout le bas du dos, ça m'immobilisait, c'était vraiment hyper fort et hem et un jour, du coup, en en consulte, je dis à ma sage-femme, «Il se passe quoi, en fait, si j'accouche à 35 SA?» Je sais pas, je savais qu'il allait se passer un truc à la 35e semaine et elle me dit: «Non, mais il y a pas de raison, que tu accouches à ce moment-là, tes 2 autres, ils sont nés à terme, t'inquiète pas et tout». Ouais, parce qu'elle essaie de me rassurer, mais moi, au fond de moi, je sentais qu'il y avait un truc et j'ai essayé de mettre ce truc de côté en me disant: «Ben, je me fais peut-être des idées, parce que je suis stressée, parce que, voilà, mon quotidien, il est fatigant, j'ai vécu des expériences, stressantes», et hem et ouais, pendant toute la grossesse, je sais pas, déjà, j'avais du mal à établir le lien avec ce bébé. Hem, alors que pour mon fils, je la communication, c'était en permanence. Il était hyper bavard, il me donnait toutes les infos. Il m'a donné son jour de naissance, il m'a tout donné. Il était hyper communicatif et là, je me retrouve avec un petit bébé, en fait, je la sentais pas là. Même à un moment donné, au 1er trimestre, je me souviens que j'ai eu peur de la perdre. J'ai cru qu'elle était partie. Je sentais plus son énergie, c'était hyper perturbant. Je sentais qu'il y avait un truc, une hésitation. Moi, je portais de la culpabilité en moi, c'était hyper compliqué. J'ai beaucoup porté de culpabilité pendant cette grossesse parce que je me suis sentie moins présente à elle et et en plus, bah, symboliquement, c'est fort, mais je me suis brûlé le ventre, en fait, je stérilise des bocaux. Je fais des conserves à la maison. Je me suis brûlé le ventre avec le stérilisateur et je crois que j'étais vers 27, SA. Je me suis brûlé le ventre, c'était la panique, j'étais toute seule avec les enfants et hem et je me suis sentie super coupable vis-à-vis d'elle. Je me suis dit: «Mais, en fait, tu le veux pas cet enfant ou quoi? Tu vas jusqu'à te brûler le ventre, c'est hyper fort, quoi».
et hem et j'ai paniqué, je me suis enfin voilà. Bon après ma mère elle habite pas loin, donc elle m'a ramené tout ce qu'il fallait de l'acide hyaluronique, elle m'a tout ramené, j'ai pu dans les 15 minutes, j'ai pu appliquer tout ce qu'il fallait sur la brûlure. On m'a barré le feu 2 fois, ce qui a beaucoup aidé, la brûlure, elle était quand même très, très importante, en surface, très douloureuse, mais voilà, elle a super bien, évolué. Mais bon, je me suis sentie coupable de ça. Je me suis sentie coupable de pas être, assez, bon, c'est un troisième bébé aussi, puis on fait l'instruction famille, donc tout le temps avec les 2 grands. J'avais pas de temps, vraiment avec elle et hem voilà, enfin bébé, je lui parlais beaucoup, je lui disais beaucoup que j'étais pas prête et elle arrêtait pas de me dire alors elle me parlait pas beaucoup, mais les seuls trucs qu'elle me disait c'était: «Fais-moi confiance, il faut que papa il me fasse confiance aussi, hem, il tu peux pas tout contrôler, je sais ce que je fais, fais-moi confiance, je suis une guerrière». Je me suis dit: «Je suis une guerrière», alors je savais même pas que c'était une fille, mais je me suis dit: «Pourquoi elle me dit je suis une guerrière? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? C'est son tempérament de feu? Pourquoi elle me dit ça?» Mais ça m'est resté. «Fais-moi confiance et je suis une guerrière». Elle m'a pas dit grand-chose, mais ça m'est resté et la grossesse avance et à 30 SA, je fissure la poche des os et je fissure la poche des os et je la sens plonger dans mon bassin. Grosse contraction et je la sens plonger dans mon bassin. Je me dis: «Oh non, c'est pas possible, c'est pas maintenant, 30 SA, je non, c'est pas possible» et j'avais toujours beaucoup de contractions, ça s'était pas arrêté. J'en ai eu vraiment jusqu'à la fin, ça a été hyper intense. Donc je suis sur la poche des os et là, ben, j'ai dû prendre des décisions sur, sur ce que j'allais faire. Je savais ce qu'il allait se passer si j'allais, à l'hôpital et hem et franchement, je j'en avais pas du tout envie et je me suis dit: «L'alternative la plus alignée avec, ce que je veux, c'est de me dire: "Ben, je suis prête à aller au laboratoire, tous les 2 3 jours s'il le faut, faire, des examens. Je suis prête à faire des consultes, des monitos toutes les semaines, enfin, voilà, je veux pas aller à l'hôpital. Alors, je m'étais dit, je me fixe quand même, si je sens vraiment que ça commence à travailler très fort, bah, j'y vais voilà, de toute façon, on habite pas loin de l'hôpital, donc même si, voilà, si j'accouchais, si j'étais en travail, je savais que je pouvais aller rapidement à l'hôpital. Heu j'ai décidé de pas aller à l'hôpital et de faire un peu à ma sauce voilà, chaque semaine, j'allais au laboratoire et je faisais mon monitoring. Et j'étais quand même un peu en hypervigilance, sur tous les signes. J'ai reperdu 2 3 fois un peu de liquide, mais c'est vrai que mon ventre était très, 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 très gros jusqu'à ce que j'ai cette fissure et en fait, quand j'ai fissuré, mais ça m'a soulagée, j'avais beaucoup moins mal au ventre. Hem, ouais, ça m'a vraiment fait du bien. Mon ventre, il a dégonflé. Je me suis sentie, c'est pour cette grossesse, j'ai pris énormément de poids. Pour les autres, j'ai pas beaucoup pris. J'avais pris beaucoup de poids en plus du poids lié, au bébé lui-même et aux annexes, mais j'étais fatiguée parce que j'avais le poids du bébé, j'avais les kilos en plus dans mon corps et toute la journée, j'avais les 2 autres. Je portais mon fils toute la journée parce qu'il a 2 ans, il avait 2 ans. Je portais mon fils, enfin c'était, quand même assez intense et donc j'ai fissuré la poche des os et gros coup de panique et là je me suis sentie mais enfin, comme une petite fille, j'avais besoin
qu'on me materne, en fait, c'est ce qui m'a toujours manqué de base, mais encore plus pendant mes grossesses. Et, et là, il y a plein de trucs qui ont ressurgi. Alors, pendant cette grossesse, il y a plein de choses aussi qui ont ressurgi, alors que pour les deux autres, pas du tout. Pour les deux autres, j'étais vraiment dans le paradigme de la femme hyper puissante, hyper, hyper, ouais, qui gère son truc, qui va bien, qui est rayonnante. Là, j'avais ce besoin d'introspection. Ça m'a ramené à beaucoup à mon vécu d'enfance, à qui j'étais, ouais, beaucoup d'introspection. Et, et là, quand j'ai fissuré, je crois que tu connais la communication quantique, il me semble. J'ai cru voir ça, ouais. Et moi, je me suis formée à la communication quantique. Ben, j'ai fini un petit peu avant de tomber enceinte de ma fille. Et là, j'ai fait appel à quelqu'un pour la com quantique, pour avoir des réponses, pour comprendre ce qui se passait, ce qui se jouait. Et enfin, moi, après, ce que j'ai eu comme info, quand je l'ai senti qu'elle descendait dans mon bassin, tout de suite, je lui ai demandé est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que tu es prête? Moi, je suis pas prête du tout. J'aimerais bien que tu restes un peu. Est-ce que tu es consciente quand même que si tu arrives maintenant, bah, ça va pas être pareil que si tu arrives dans quelques semaines? Ton arrivée sur Terre, elle va peut-être pas être facile. Enfin, est-ce que tu sais ce que tu fais pour toi comme pour moi? Et en fait, elle m'avait dit non, mais fais pas maintenant, tu peux rester tranquille. Enfin, voilà. Et donc, je fais appel, je fissure, je fais appel à quelqu'un pour la com quantique. Et là, je me souviens exactement de ce moment. Mais je pleure, je pleure, je pleure, je vis tout. Et je me suis sentie vraiment. Enfin, j'ai compris ce qui m'arrivait, j'avais compris pourquoi. Et ça m'a enfin permis de me connecter à ce bébé. Je la sentais pas vraiment bouger avant cet événement. Et à partir du moment où j'ai fissuré, j'ai eu une connexion incroyable avec elle. Et, et ouais, c'était fou. Elle me répondait, je mettais ma main, elle me répondait. Euh, alors, elle était toujours pas très communicative, mais en fait, je pense qu'elle a compris qu'il était vraiment temps de s'incarner dans son corps physique parce que elle était pas vraiment là, je la sentais partir, enfin, je la sentais pas là. Et là, à partir de ce moment-là, je l'ai senti vraiment. Et peut-être aussi au niveau physique, bah, ça a libéré de l'adrénaline. Peut-être qu'elle aussi, voilà, il y a des choses qui se sont jouées dans son petit corps de bébé. Donc, je pense que ça devait se produire. Ça nous a permis de nous rencontrer une première fois et de connecter pendant cette grossesse. Et j'ai l'impression que ma grossesse, elle a vraiment commencé à ce moment-là, à Trentessa. Et, et je sentais, en fait, j'étais pas bien. Je sentais qu'il fallait que je fasse les trucs vite, qu'il fallait que je prépare la maison. C'était un peu compliqué aussi. J'ai pas eu le temps de. Ouais, enfin, c'est comme si je m'étais pas autorisée de vivre cette grossesse parce qu'autour de moi, bah, tout le monde faisait comme si j'étais pas enceinte. Et ça, c'est super dur à vivre. J'avais l'impression que déjà, on s'en foutait de moi, mais à la limite, qu'on s'en foute de moi, je m'en fiche. Mais j'avais surtout l'impression qu'on s'en fichait de mon bébé. Et ça, c'était très dur. Et j'avais l'impression qu'elle n'était pas attendue autour de moi. Et qu'elle arrivait un peu comme comme un cheveu sur la soupe. Mais cet événement-là, en fait, m'a vraiment permis de me dire, ben, maintenant, c'est toi la maman, tu dois la protéger, c'est ton petit bébé. Ça m'a vraiment permis de me connecter à elle. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, faut que je lève un peu le pied. Et c'était compliqué parce que mon chéri, il était en formation sur
en région parisienne, il faisait beaucoup de route, les journées étaient quand même assez longues et j'étais toute seule avec les 2 grands, donc voilà, je gérais beaucoup, enfin, c'était quand même assez intense. Donc j'ai levé le pied comme j'ai pu, hein, parce que, ben, ils vont pas se nourrir tout seuls, ils sont petits quoi, 4 ans, 2 ans, je suis encore ils ont vraiment besoin de nous. Et j'ai un peu levé le pied et je contractais beaucoup. Et je savais que j'allais pas aller jusqu'à la fin, ça c'était sûr, mais j'espérais tenir jusqu'à 36. C'est la limite que je m'étais fixée pour accoucher à la maison. Heu, je me sentais, pas forcément en sécurité d'accoucher, avant et je m'étais dit: «Si j'accouche à 35-36, après, j'irai à l'hôpital pour faire, vérifier que tout va bien». C'était mon truc, que je m'étais mis dans la tête et et voilà et donc dans les jours qui ont précédé la naissance de ma fille, la semaine d'avant, le week-end qui précédait, j'ai eu des gros épisodes de contraction. C'était assez fort. J'étais sur le canapé, j'essayais de pas trop bouger dans le lit et je franchement, je subissais et j'avais pas eu ça pour les 2 autres, pas aussi intense et et bah, voilà, je me disais: «Bon, bah, c'est peut-être que ça se prépare, c'est dans 2-3 semaines», enfin voilà et donc je suis allée j'ai vu ma sage-femme, c'était quand? C'était le mardi de la semaine où j'ai accouché. Je vois ma sage-femme le matin, on vient à la maison et tout et puis le juste après, j'avais rendez-vous chez l'ostéopathe, parce que j'avais le corps en vrac, mais totalement et donc c'était ma deuxième séance d'ostéo pour cette grossesse. Hem, je sors du rendez-vous ostéo et là je saignais, quelques heures après. J'ai jamais saigné pour mes 2 autres grossesses, j'ai perdu le bouchon de queue une semaine avant, j'ai jamais saigné, rouge vif et là je saignais et je me suis dit: «Waouh, contraction, saignement, je me sens ailleurs, j'arrête pas de pleurer, je me sentais hyper altérée, je supportais plus du tout, je supportais plus rien, je supportais plus le bruit des enfants, le bruit de la rue. J'étais je voulais aller dans une grotte, rester toute seule, mais j'étais plus du tout là. Et j'étais super dangereuse sur la route, d'ailleurs. Déjà que j'ai un trouble de l'attention, mais alors là, c'était de la folie. Je me faisais klaxonner partout. J'arrivais plus à me garer. Je ratais tous mes créneaux. Enfin, je mettais 15 minutes pour me garer, c'était n'importe quoi. Mais j'étais plus du tout là. Et donc je rentre chez moi le mardi. Je continue à saigner et puis ça commence à contracter, je sais pas, toutes les 20-30 minutes et mon chéri, dans la nuit du mardi au mercredi, je contracte et le matin, il me demande s'il peut aller au boulot. Je lui dis: «Ouais, de toute façon, je te rappelle s'il y a besoin», enfin voilà. Donc il part au boulot à 4 heures du matin et moi ça continue de contracter. Je le fais revenir du boulot et et je lui dis: «Là, faut vraiment que je dorme, je sens, c'est vraiment chaud, ça contracte beaucoup». J'étais vraiment dans le déni. Je lui disais Il me disait: «Mais Cécile, tu es en train d'accoucher», je lui disais: «Bah non, c'est pas possible, c'est trop tôt, c'est peut-être juste parce que j'ai fissuré et que j'ai des contractions depuis le début, il faut que je me repose, faut vraiment que j'écoute mon corps. Laisse-moi dormir, prends les enfants et tout». Donc il prend les enfants et je dors et je contractais quand même pas mal et et le soir, je me réveille un petit peu, enfin vers 17-18 heures. La maison, forcément, a un homme qui gère une maison. Je veux pas faire de généralité, hein, mais
un homme qui gère une maison tout seul avec 2 enfants, enfin un appartement en l'occurrence, parce que s'il y avait le jardin, je crois qu'ils les auraient mis dehors et ça aurait été moins le bazar. Mais là, je me retrouve le soir avec un appartement, d'une journée entière avec des gamins qui ont fait n'importe quoi. Je vois ça, je sors de la pièce, de ma chambre à 17 heures, je me dis: «Waouh!» Et donc là, je commence à tout ranger, tout nettoyer et j'avais encore des contractions, mais ça s'était calmé quand même avec, les siestes et du coup, donc ça, c'était le mercredi soir et puis les enfants vont dormir, hem et puis vers 21h-22h, ben, on va se coucher. Mon chéri, il se couche assez tôt parce que il se lève, à 3 heures et quelques. Donc voilà, et moi j'arrive pas à dormir, mais je le laisse dormir parce que je me dis et j'ai gardé en tête l'expérience du premier accouchement où il était fatigué, qu'il avait pas assez dormi, et il était pas agréable du tout et je me suis dit: «Si je suis vraiment en train d'accoucher, j'ai envie qu'il soit agréable». Ah oui, parce qu'on s'était aussi un peu pris la tête. En fait, on s'était il y a eu beaucoup d'incompréhensions, le soir, le mercredi, hem et on s'était un peu pris la tête et ben, c'était pas fou, quoi. Moi, j'étais en colère contre lui. Je trouvais qu'il avait vraiment agi comme un con. J'avais même envoyé un message à mes copines, je crois. J'aurais dit: «Ouais, il est pas sympa, il a fait ça, il a fait ça». Je suis vraiment saoulée, et en fait, on s'était pas compris sur plein de trucs et donc ben, moi, j'étais en travail, en fait. J'avais des contractions, je pense, toutes les 10 minutes. Hem Et cette fois-ci, les contractions, c'était pas comme pour mon fils, elles étaient elles montaient graduellement, mais alors là, ça en plus, ça poussait pas du tout pareil, ça me prenait bien dans les reins et ça me prenait au-dessus de la symphyse pubienne, ça me brûlait. J'arrivais plus à bouger, j'arrivais pas à me mobiliser. Alors que pour mon fils, je bougeais bien, je pouvais bouger mon bassin. Hem, Là, j'étais allongée sur le côté droit et je pouvais plus bouger et dès qu'il y avait une contraction qui arrivait, je la subissais et en même temps, je me laissais pas aller. Je j'avais Ouais, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'aussi quand j'ai fissuré la poche des os, je me suis beaucoup crispée dans mon corps pour retenir inconsciemment, pour retenir ce bébé et mon col, je pense qu'il était verrouillé, tout mon bassin, tout était verrouillé. J'avais tout, ouais, c'était contracturé et en fait, je laissais pas du tout venir. Je laissais pas venir les contractions, je ne laissais pas me traverser, j'acceptais pas du tout. J'étais dans un déni, en fait, parce que dans ma tête, à ce moment-là, quand ça commençait à contracter, c'est le premier accouchement où j'ai fait ça, parce que je réalisais pas. J'ai commencé à regarder l'heure. Et j'ai compris que j'avais des contractions toutes les 5 minutes pile, mais vraiment toutes les 5 minutes pile. Et les contractions duraient 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Hem Et j'arrivais pas à dormir. Mon chéri, il dormait. Je l'ai laissé dormir quoi, allez, 2-3 heures. 2-3 heures où j'étais allongée sur mon lit avec mon téléphone à regarder toutes les combien j'avais des contractions. Et j'avais plus la notion du temps et c'est ça qui m'a fait me dire que j'étais en train d'accoucher parce qu'à chaque fois que j'ai accouché, j'ai perdu la notion du temps et je regardais les contractions toutes les 5 minutes et j'avais l'impression que ça faisait seulement 5 minutes que je regardais l'heure alors que ça faisait déjà 2 heures, et que je faisais surtout rien d'autre, en fait. Donc je me dis: «Bah, moi, quand je fais rien, le temps il passe lentement, donc là, je comprends pas». Et à un moment donné, je réveille, mon chéri, je lui dis: «Ouais, c'est quand même, assez intense, je sais pas, c'est bizarre, hein, peut-être qu'on devrait appeler, Charlie», donc qui était notre amie, qui a été là pour les 2 autres naissances aussi. Parce que, hem,
pour qu'elle nous garde les enfants, voilà, on s'était dit ce serait bien qu'elle soit là, puis comme soutien, voilà. Donc on appelle Charline. Euh, Elle avait quand même 1 heure et demie de route, 1 heure et demie, 1 heure 45. Et, euh, et Jordan, il lui dit ça, bah elle vient tout de suite, hein, parce que elle sait que j'accouche rapidement, donc elle vient tout de suite. Donc ça, c'était le mercredi soir. Et franchement, j'avais trop mal. Je souffre et des contractions me faisaient tellement mal. Je souffrais en silence de mon côté du lit. Lui, il dormait de son côté, il dormait super bien. Et j'étais là, ouh, et vraiment, je me laissais pas du tout traverser par les contractions. Ça poussait au-dessus de ma sensible et ça me brûlait, mais j'avais l'impression qu'on me mettait un fer à repasser de l'intérieur. C'était horrible. Et Charline arrive, du coup, je sais plus quelle heure il était peut-être minuit, 1 heure du matin, peut-être un truc comme ça. Et en fait, elle arrive, et du coup, quand elle est arrivée, je me suis levée pour aller un peu la voir, la saluer, bouger au salon. Je me suis dit, bon, allez, bouge-toi les fesses, tu vas pas rester dans le lit comme ça, là, à souffrir pendant des heures. Et puis surtout, ben, ça va pas avancer si tu restes allongé. Faut que tu te mobilises. Peut-être ça t'aidera à avoir moins mal aussi. Donc, je me lève et franchement, c'était pas possible. J'arrivais pas du tout à me mobiliser. Donc, je me lève de mon lit, je vais au salon où je me pose, je m'allonge sur le canapé dans la même position, allongée sur le côté droit et je souffre. Et franchement, les contractions, elles me tuaient. Et puis après, je me dis: «Bon, bah, je vais essayer de me mettre sur le ballon, essayer de faire des mouvements». Et ça me faisait super mal. Et j'arrêtais pas de dire: «Non mais ça pousse pas au bon endroit, c'est bizarre». Et donc là, on prend un Rebozo, on essaye de ramener bien le bébé derrière la symphyse et ça m'a fait tellement mal. J'ai dit: «Non, lâche l'affaire, c'est bon». Tant pis, on va laisser le truc se faire tout seul, même si ça dure 3 jours, c'est pas grave, je vais rester comme ça et la nature va faire. Et du coup, ben, donc Jordan et Charline me proposent, de mettre la piscine. Je leur dis: «Oh, j'ai pas du tout envie d'y aller, ouais, je sais pas, j'ai pas envie d'aller dans l'eau». Puis en plus, dans ma tête, je m'étais dit, «Bon, bah, là, elle est prématurée, si tu enfin, arrête de te rajouter des facteurs de risque, elle va naître dehors, la fais pas naître dans l'eau, enfin, c'est n'importe quoi». Et je m'étais persuadée qu'il fallait pas qu'au moment de la sortie, je sois dans la piscine. Bon, du coup, il m'écoute, à moitié, mais «Bon, bah, on va te mettre la piscine, si tu la veux, bah, tu y vas, si tu la veux pas, c'est pas grave, au moins elle sera là». Moi, ils me connaissent bien. Ils me mettent la piscine, j'y vais tout de suite et hem et ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien, je suis dans l'eau. Mais j'arrive toujours pas à me mobiliser. Je suis toujours, c'est toujours douloureux, ça pousse pas au bon endroit. J'arrête pas de dire: «Mais ça pousse pas au bon endroit». Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Je suis à 35 semaines, je suis en train d'accoucher alors que j'ai mon conscient, me dit: «Mais non, c'est pas le bon moment». Hem et puis dans ma tête, c'était bon, ah oui, c'est ce que j'avais fait aussi au début du travail, donc j'ai installé mes cartes quand j'ai compris que j'étais vraiment en train d'accoucher du coup. J'installe les cartes, je prépare, sur une table, des petites piles et je dis à Charine: «Bon bah là, ça c'est si on doit aller à l'hôpital, si tu mets ça dans un sac». Je prépare des couches, je prépare des habits, hem, je prépare, tous les petits trucs que j'avais préparés en cas de naissance à la maison, avec tout ce qu'il fallait, avec les herbes et tout. Mais j'avais quand même préparé un peu 2-3 trucs, pour aller à la maternité et franchement, il y avait genre un body, un haut et il y avait rien du tout. C'était un peu la dèche parce que j'avais pas prévu ces scénarios. Mais je me suis dit: «Bon, faut quand même qu'il y ait un tas parce que si ce bébé, il naît à l'hôpital,
J'ai pas envie que ce soit Jordan qui choisisse les habits, qu'il choisisse des trucs qui vont pas ensemble. Moi, c'était trop important pour moi. Et, et donc, du coup, ben, voilà, je pose ça sur la table, je me mets dans la piscine et je bouge pas. Franchement, je bouge pas. Je sais pas combien de temps ça dure, mais je bouge pas. Les contractions. J'arrête pas de demander à Charline, ah, il s'est écoulé combien de temps? Elles sont toutes les combien? J'arrêtais pas de lui demander. Au bout d'un moment, elle a téléchargé une application. Elle me disait, bon bah là, ça fait 3 minutes et la contraction a duré 1 minute 25. Enfin, elle me donnait vraiment tous les détails. Je disais, ah d'accord, merci. Et puis je repartais. Je voulais vraiment tous les détails des contractions parce que je réalisais pas que j'étais en train d'accoucher. Et donc, du coup, là, je suis dans la piscine. Euh, et puis, à chaque contraction, j'ai besoin de tenir la main de quelqu'un. Donc, je tiens la main de Jordan, je tiens celle de Charline et voilà. Et à un moment donné, je sais pas, j'ai subi vraiment les premières heures du travail. Je sais pas, peut-être subi 5 heures, 5-6 heures, peut-être plus. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, ma pauvre fille, ressaisis-toi, parce que là, en fait, bah, prends tes décisions, quoi. Si tu décides de rester à la maison, faut que enfin, si tu veux que ça s'accélère, faut que tu lâches, en fait. Et, et je me dis, à un moment donné, je me dis, bon, d'accord, ok, ben là, c'est quoi? J'essaie de me, qu'est-ce que mon bébé va me dire? Et je me souviens qu'elle me dit de lui faire confiance, et je me souviens qu'elle me dit, elle m'avait dit à un moment, il faut vraiment que toi et papa, vous perdiez pas confiance, dans la naissance, faut vraiment que vous ayez confiance en moi. Ça va être différent, mais ayez confiance. Et, donc, je me rappelle de ça et du coup, je me dis: «Bon, OK, bah, là, la décision, c'est on reste à la maison. Si vraiment je sens qu'il faut aller à l'hôpital, je pense que je le sentirai. Mon bébé me le dira, mon corps me le dira et bah, autant lâcher prise parce que sinon ça va être plus compliqué qu'autre chose». Pour les autres naissances, j'avais vraiment pas ressenti le besoin d'avoir, la présence, d'une autre femme. Enfin, quand Charline est venue pour mon deuxième accouchement, j'avais pas besoin de soutien émotionnel. Hem, J'avais vraiment envie qu'elle soit là pour les photos, pour qu'elle prenne les photos et pour les enfants si besoin. Mais là, quand elle est venue, ça m'a le fait qu'il y ait une autre femme dans la pièce et puis surtout qu'elle, elle ait confiance et je me suis dit: «Waouh, elle vient alors qu'elle sait que c'est un accouchement prématuré en non assisté. Si elle vient, bah, c'est qu'elle a confiance, quoi». Et je me suis dit: dans cette pièce, en fait, il y a 2 personnes qui ont confiance en moi sur un truc où personne n'aurait confiance». Et je me suis dit: «Ben, OK, bah, je peux me lâcher, il faut que je lâche et ils ont confiance en moi, il faut que j'ai confiance en moi aussi». Et ça m'a beaucoup rassurée qu'elle soit là, en fait, d'avoir cette présence féminine, dans la pièce. Et je lui ai posé quand même des questions alors que je lui ai jamais posé de questions pour mes autres accouchements. Je lui ai demandé est-ce que enfin, ouais, je lui demandais pour les contractions, puis je lui ai demandé: «Ça va là? Tu es sûre que ça va?» Enfin, j'avais vraiment besoin d'être rassurée, heu et et donc je lâche prise à un moment donné et au lieu d'être crispée, vraiment, je me laisse traverser par les contractions et ça poussait toujours pas au bon endroit. En fait, les contractions, elles étaient là, elles étaient puissantes, elles étaient vraiment très, très puissantes, mais mon bébé, il poussait au-dessus de ma symphyse et je la sentais pas pousser sur le col. Je la sentais pas progresser. Je la quand je touchais, quand je mettais mes doigts, je la sentais pas. Heu et je me disais: «Waouh, ça va être long si c'est comme ça». Ça fait déjà je sais pas combien d'heures que je suis en travail parce que si je compte, à partir du moment où j'ai commencé à saigner après l'ostéo, où j'avais déjà des contractions, ça c'était mardi après-midi. Là, on était, dans la nuit de mercredi à jeudi. Ça faisait déjà plus de 24 heures. J'avais pas connu ça avec les 2 autres où c'était rapide et je me dis: «Non, ça enfin, faut que ça s'accélère quoi et c'est bizarre».
Mais au fond de moi, je savais que j'étais plus en sécurité chez moi. C'était vraiment, je voulais pas partir en fait. Je me disais: «Bon, je garde en tête l'hôpital si vraiment, ça devient très, 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 très compliqué, mais là je me sens bien là». En fait, je me sentais bien où j'étais. Puis dans ma tête, du coup, j'essayais de me faire le scénario. Bon, bah, si je vais à l'hôpital, déjà, faut que je descende de l'immeuble. Descendre de l'immeuble dans le froid, faire des sacs. En plus, nous, c'est compliqué. La voiture, on peut pas la garer dans notre immeuble, donc fallait qu'on marche. Enfin, tout ça. Puis après, arrive à l'hôpital sans dossier, prématuré, fissure sans aucun séjour à l'hôpital, rien du tout. Enfin, j'imaginais déjà la panique que ça allait créer. Et puis je me suis dit, si je vais à l'hôpital, et mais ça, j'en suis encore convaincue aujourd'hui, et mon chéri aussi. Et en plus, c'était ce que je lui avais dit avant d'accoucher. Pendant toute la grossesse, je lui ai dit, euh, mais je pense que je vais avoir une césarienne. J'étais focalisée sur la césarienne. Je lui disais, il y a un truc qui va pas. Je sais pas ce qui se passe. Je sens la césarienne et je sentais que pour mon troisième, ce serait une césarienne et je peux pas le décrire, même si j'avais eu deux accouchements non assistés avant, je sentais ce truc-là. Donc je suis sûre que si j'avais été à l'hôpital, j'aurais eu cette césarienne. Et ça me terrorisait. Franchement, ça me terrorisait. Je me faisais des flashs dans ma tête, des scénarios, je voyais des scènes. Enfin, non, je me sentais pas du tout. Et je me sentais, en fait, je me sentais en sécurité à la maison. Donc, je me suis dit, tant que je me sens en sécurité à la maison, tant que j'ai ce sentiment-là, je reste. Et, euh, et en fait, je lâche prise. Les contractions sont plus supportables. Elles étaient quand même assez douloureuses pour le coup, mais plus supportables. Euh, et, euh, et à un moment donné, je mets ma main, enfin, je mets mes doigts et je sens sa tête. Alors, je l'ai sentie, elle était quand même assez haute. Ça m'a un peu encouragée et à la fois découragée. Et, et puis, bah, je dirais peut-être une heure ou deux après, j'ai commencé à avoir. C'était pas vraiment une poussée réflexe très forte, parce que c'était pas un bébé qui était actif dans son processus de naissance. J'ai vraiment senti la différence avec mon fils qui était très actif. Je le sentais pousser avec ses pieds sur le fond de l'utérus. Je le sentais je sentais les mouvements qu'il faisait, comment il s'orientait dans mon bassin. Je sentais que dès que j'avais une contraction, il en profitait. Là, je sentais juste un bébé qui comprenait pas trop ce qui se passait, euh, et qui avait eu du mal à s'engager, qui était toute flagada. Euh, Et donc, je sens sa tête. Et je commence à avoir des poussées réflexes, mais un peu mollassonnes. C'est pas fou. Mais j'ai quand même dit, ah, ça pousse. Et, euh, et donc, ben, j'avais moins de contractions du coup à ce moment-là. Et c'était moins rapproché. Mais dès que j'avais une contraction, j'essayais d'accompagner du mieux que je pouvais. J'avais vraiment envie qu'elle sorte en fait parce que je me posais des questions parce que c'est quand même un peu une situation bah, inhabituelle. Et puis surtout, dans ma tête, je m'étais dit, ok, et du coup, j'avais oublié à ce moment-là, je m'étais dit, je voulais pas qu'elle naisse dans l'eau et j'y pensais plus du tout. Et en fait, là, pendant que j'étais en train de pousser, j'étais pas du tout dans cet état j'étais pas du tout ailleurs comme j'avais pu l'être pour ma fille ou pour mon fils. J'étais très alerte en fait. J'avais pas trop déconnecté, j'avais pas trop quitté la terre parce que je sentais qu'il allait falloir que je fasse un truc à la naissance, que je l'aspire ou que je fasse un truc. Et je voulais rester très alerte bah, au moment de sa naissance pour réagir. Donc, ah oui, et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que quand j'ai commencé à être en travail, j'ai commencé à chercher justement des témoignages de naissance prématurée à 35 semaines.
Hem et en fait, j'ai trouvé des personnes qui ont dit: «Moi, j'ai accouché à 35 semaines», mais j'avais pas les récits. Je savais pas ce qui s'était passé, enfin, j'avais pas eu du tout de c'était pas du tout, étoffé, en fait. Et il y avait vraiment 2 clans. Il y avait les clans: «Ah non, mais jamais avant 36 plus 4 plus 5», et les autres: «Non, mais 35-36 ça passe quand même». Donc en fait, ben, j'avais pas vraiment enfin je mais ça m'avait quand même un peu rassurée d'avoir lu que des femmes l'avaient fait et que ça s'était super bien passé. Même si effectivement ça veut rien dire puisque chaque expérience est différente, mais voilà, je pense que je recherchais des choses qui allaient un peu dans mon sens pour me rassurer. Et donc je pousse, hem progresser doucement, mais progresser. Hem et bah, moi j'ai pas trop de souvenirs de ce moment-là, quand elle est sortie. Donc elle est née et puis, ben, je l'ai prise sur moi et tout de suite, waouh, c'était ce moment-là que j'avais attendu toute la grossesse pour créer du lien. Je m'étais imaginé le moment où je la récupère, où je la mets sur moi. Je et pourtant je l'avais pas imaginé vraiment ce moment pour les 2 autres, mais là je me raccrochais à ce truc-là et et je la prends et elle est toute petite en fait, hem et j'angoisse un petit peu, je crois sur le moment, pic d'adrénaline et je me dis: «Waouh, OK, donc là elle est née, ben, d'ici quelques secondes, est-ce qu'elle va respirer? Est-ce qu'elle va pas respirer? Qu'est-ce qui va se passer?» Et là, c'était vraiment le moment où en fait, je réalisais que j'avais pris la responsabilité d'un gros truc et je la prends sur moi et elle essaye de respirer mais elle est hyper encombrée et c'est pour ça que je voulais pas accoucher dans l'eau aussi. Parce qu'en fait, quand on accouche dans l'eau et je savais que j'allais pas le faire, que j'allais pas faire comme je m'étais dit pour mon prochain bébé. Quand on accouche dans l'eau, généralement, bah, quand on récupère notre bébé, on a tendance alors là, on va pas le voir au dans le podcast, mais on a tendance à le récupérer et il a la tête en hyper extension vers l'arrière et Oui, donc ça comme s'il y a l'eau qui vient dans les narines, c'est ça? Quand voilà, c'est ça, ouais et donc en fait, ça a tendance justement à ben, ils avalent le liquide. Et je m'étais dit: «Faut que je le prenne, vraiment comme ça, qu'il ait la tête, le menton sur le torse», pour l'aider parce que mon fils, il a mis assez longtemps pour respirer, quand il est sorti. Il est né dans l'eau aussi et souvent les bébés qui naissent dans l'eau, ben, ils mettent un peu plus de temps pour, prendre, leur 1re inspiration. Ça peut être assez impressionnant si on n'y est pas préparé. Hem et je m'étais dit après l'accouchement de mon fils, je m'étais dit: «Bon, bah, si je réaccouche dans l'eau, j'ai envie de bien le récupérer». Enfin, je m'étais vraiment mis ce truc-là dans la tête et là, ben, en fait, tu as le truc instinctif, tu le prends, tu puis moi, j'ai jamais été, je sais qu'il y a certaines mamans quand il naît, le bébé, elles ont un petit temps où waouh, elles laissent le truc, il y a une petite pause, il y a un moment de flottement. Moi, c'est le bébé, il sort et j'ai ce besoin de le récupérer tout de suite. Donc il y a pas eu de moment de transition dans l'eau, elle est je l'ai vraiment récupéré tout de suite et je l'ai aspiré avec ma bouche à plusieurs reprises parce qu'elle elle essayait de respirer, mais elle était vraiment très encombrée. Hem et gémissait un petit peu. Donc je l'ai aspiré, puis j'ai dit, à Jordan et à Charline, j'aurais dit: «Ben, elle va bien, elle va bien». J'arrêtais pas de leur demander si elle allait bien et puis, elle me dit: «Bah oui, elle va super bien, et et voilà et donc après, 5 minutes après, les 2 grands, ils se sont levés. Ils se sont réveillés, donc elle est née, j'arrive à 7h47 je crois. Genre, j'ai vraiment une mauvaise mémoire en ce moment. Elle est née, ouais, à 7h47 il me semble. Oui, c'est ça et les 2 grands, ils se sont levés vers 8h. Donc ils sont arrivés dans le salon et pour eux, c'était tout à fait normal. Le bébé était né, ils savaient que le bébé allait naître et ils étaient trop contents. Heu, mais c'était incroyable, c'est comme si,
Elle avait toujours été là, qu'il s'était pas passé, enfin, je veux dire, toute la nuit, j'étais en travail, et eux, ils arrivent comme ça, c'est vraiment hyper marrant. Les enfants, ils n'ont pas du tout la même perception du truc que nous, en fait. Et, euh, mon fils, il veut rentrer dans la piscine carrément. Donc, non, c'était un beau moment. Et puis, oui, ce que j'ai trouvé beau aussi quand j'accouchais, c'est que j'ai accouché pendant la nuit et en face de la fenêtre, et puis je voyais le soleil qui se levait au fur et à mesure du travail, et puis le soleil était hyper lumineux, il faisait super moche les derniers jours. Et le jour où j'ai accouché, gros soleil le matin, euh, elle est née au lever du soleil, enfin c'était trop beau. Et ouais, voilà. Et puis après, c'est pareil, du coup, c'était le questionnement, est-ce qu'on va à l'hôpital ou pas? Et je m'étais dit, ben, on va voir comment elle s'adapte sur ses premières minutes, sur ses premières heures. Elle s'est super bien adaptée. Elle était trop forte, vraiment. On sentait qu'elle voulait vivre, quoi. Je me suis souvenue qu'elle m'avait dit, je suis une guerrière, parce que vraiment, elle a bien pris, enfin, elle tète super mal, hein. Par contre, toujours, on a un gros problème d'allaitement depuis le début. Mais il y avait vraiment la volonté de faire et bah, elle a rampé jusqu'au sein quand je l'ai posée sur mon buste. Elle rampait, elle était hyper alerte. Par contre, elle avait les yeux fermés. Mes deux autres, ils avaient les yeux grands ouverts au monde, mais elle avait quand même les yeux fermés. Et, et voilà. Et ouais, ça fait bizarre parce que nos deux grands, c'était des beaux bébés, et là, on avait une petite crevette. Donc, on a senti qu'il fallait vraiment prendre soin d'elle, quoi. Donc, c'était particulier. C'était une sacrée expérience. J'aurais pas imaginé vivre ça, très honnêtement. Mais, euh, mais voilà, du coup. Voilà, l'histoire de naissance de ma troisième. Et concernant la naissance de son placenta, Ah oui. Alors du coup, je suis sortie assez rapidement de la piscine. Peut-être 10 minutes après la naissance, je suis allée dans mon lit. Et j'avais plus de force, j'avais pas envie, enfin voilà. Et moi, ça a jamais été une angoisse chez moi, par contre, l'hémorragie de la délivrance. Je sais pas, c'est pas quelque chose qui me fait peur en fait. Je suis assez confiante là-dessus. Euh, et puis j'ai sorti le placenta peut-être 2 heures après. Je crois que c'était 2 heures après la naissance. Je pense qu'il s'était déjà détaché, de toute façon je l'avais senti parce que j'avais quand même pas mal de tranchées, et je sentais qu'il était décollé, qu'il fallait juste le sortir. Mais j'avais vraiment la flemme et j'avais la vessie pleine surtout. Et, et du coup, ouais, il est sorti vraiment sans grande difficulté. Les 3 fois, mes placentas sont sortis sans grande difficulté. J'étais pas stressée par rapport à ça. Donc, ouais, voilà. comment vous avez fait ou qu'est-ce que vous avez choisi pour accompagner la séparation de bébé de placenta et du placenta? Et ben, en fait, on a fait un placenta lotus, comme on avait fait pour notre deuxième. Euh, et ouais, on l'a fait, les enfants, ils étaient là, dans le lit, tout tranquillement. Ils ont vu les fleurs, le sel. Mon fils, il pensait qu'on faisait un gâteau. C'était trop bien pour eux, quoi. C'était vraiment la petite recette de cuisine. Ils ont adoré. Non, c'était trop cool. On met des fleurs séchées, des pierres et tout. Waouh! Non, ils ont adoré. Et puis, le placenta, il m'en parlait beaucoup. On avait vu, parce que dans le salon, j'ai des empreintes placentaires, et j'ai des photos de mon fils reliées à son placenta. Et du coup, il me posait des questions déjà avant la naissance sur le placenta. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a un nombril? Donc, on a
On avait déjà parlé de ça et là, voir un placenta en vrai, c'était, waouh quoi! C'était waouh pour eux, c'était mais tout était ils étaient hyper contents, hyper calmes. Ils étaient super heureux d'assister à ça vraiment, ouais, ça se voyait que ça les rendait vraiment heureux. Et tu te souviens à peu près combien de temps, ta bébé et le placenta sont restés reliés? Ouais, donc du coup, ça a duré, 6 jours à peu près. Ouais, ouais, ouais. Mais, je sais pas si c'est parce que c'était elle ou pas, mais c'est vrai que, il y avait un tout petit filament minuscule qui restait, heu, du cordon, qui voulait pas lâcher. Heu, donc je sais pas si c'est parce qu'elle est née prématurément que du coup elle prenait son temps, qu'elle hésitait encore un petit peu entre, bah, rejoindre la terre ferme, rester encore un petit peu, hem, dans le ventre, enfin ouais, je sais pas, je le saurais peut-être jamais, mais c'était long, le placenta lotus, c'est quand même assez, je vais pas dire que c'est compliqué, parce que c'est pas le cas, mais la nuit surtout quand on veut bouger, changer d'un sein à l'autre pour allaiter, pour prendre le bébé et le placenta et quand on vient d'accoucher, on a un peu, les abdos en compote, le périnée, tout flasque, donc même faire ce mouvement-là dans le lit droite-gauche, c'est pas facile. Donc voilà. Mais je pense que si c'était à refaire, je le referais, comme pour mon deuxième ou ma troisième du coup. Alors je me suis noté deux trois trucs parce que j'aime beaucoup, que tu puisses partir dans ton récit et faire tout ton déroulé sans intervenir parce que c'est beau tout le tissage, qu'il y a. Mmh. Hem, à un moment donné, tu avais parlé pour ta première re que tu étais sortie de ton corps. Ouais. Heu, est-ce que tu peux, décrire un peu ce que c'était, pour toi cette sen c'était quoi en termes de sensations et qu'est-ce qui voilà, enfin je suis très curieuse. Ouais, hem et bah, écoute, en fait, je me suis intéressée à ça, après l'avoir vécu. Heu, J'en avais déjà entendu parler, tu vois, dans les expériences de mort imminente, avant de donner naissance à ma première, parce que je faisais des études de psycho et c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup et donc j'entendais les gens raconter leur expérience de mort imminente et me dire qu'ils étaient sortis de leur corps, qu'ils flottaient et qu'ils voyaient ce qui se passait dans les pièces, dans les lieux et ça me paraissait assez abstrait. Mais en fait, quand on vit une expérience extrême, heu, on sécrète une substance qui s'appelle, la diméthyltryptamine, DMT et en fait, c'est une, heu, une substance qui va en fait, qui est protectrice, qui va venir nous protéger finalement quand on vit une expérience très forte, très puissante pour nous éviter la souffrance. Ben, en fait, ça va nous permettre de quitter notre corps physique et je pense qu'on le vit tous un peu différemment, mais ça peut provoquer notamment ces sorties, hors du corps et donc en fait, moi, j'avais plus la pesanteur de mon corps, j'avais plus les douleurs, j'étais plus dans mon corps. J'étais Cécile et en même temps, j'étais pas Cécile. C'est comme si, j'avais encore conscience de mon identité et en même temps, mon identité, elle avait plus vraiment de sens parce que je faisais partie d'un tout. C'est un peu bizarre à décrire. Alors moi, la première j'aurais trouvé ça, bizarre avant de le lire, mais le fait est que je l'ai vécu alors que j'étais assez sceptique sur, la chose. C'est pas forcément sceptique, mais, je sais pas si sceptique est le bon terme, mais, en tout cas, ça me paraissait un peu vague et je me suis toujours dit que les gens qui racontaient ça, le racontaient avec des mots d'humains, heu et que du coup ça devait être, biaisé. Heu
Mais en fait, je l'ai vécu et c'est vraiment ça, c'est tu quittes ton enveloppe corporelle et tu plus les sensations de ton corps, t'as plus les sensations extrêmes de ton corps, tu les ressens plus. Tu flottes en fait. Donc c'est vraiment ça qui s'est produit et hem et je fermais les yeux et j'atterrissais, dans l'espace, dans les étoiles et ma fille m'a dit la dernière fois que j'étais partie la chercher dans les étoiles, et que dans les étoiles, elle jouait avec son frère et que, elle m'avait vue dans les étoiles. Je me dis: «Bon, bah, OK, d'accord, peut-être qu'on s'est vraiment vus, je ne sais pas». Mais voilà. Trop beau. Ouais, c'est incroyable. Ça a été une 1re expérience assez forte et je pense que chimiquement, à ce moment-là, il s'est passé un truc dans mon cerveau parce que je l'ai pas ressenti pour les 2 autres naissances. Mais les 2 autres naissances, en termes d'intensité, c'était pas du tout pareil. C'était vraiment pour ma fille, pour ma première, je c'était vraiment très, 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 très intense, au niveau des sensations dans le corps. Heu et c'était très dur. Franchement, l'accouchement était dur. Je Après si j'avais vécu celui que j'ai vécu là avec ma troisième en premier, enfin si je l'avais vécu en premier, peut-être que j'aurais trouvé ça, plus difficile parce que c'était plus long. Peut-être que je savais déjà ce que c'était un accouchement et que je connaissais le lâcher prise, hem, j'étais très renseignée, très voilà. Donc peut-être que si j'avais vécu cette première naissance, bah, déjà à 35 semaines pour un premier, je pense qu'on serait allé à l'hôpital. Enfin, tu connais rien, tu découvres, voilà. Mais ouais, c'est une première ex et donc oui, pour ma première, pourquoi je disais ça? Parce que dans les jours qui ont suivi, hem et bah, c'était très dur parce que j'ai eu l'impression, de vivre comme un sevrage, comme une chute après une prise de drogue, en fait. Et j'ai lu que des personnes avaient ressenti ça suite à des expériences extrêmes comme ça, notamment des sorties, hors du corps ou après des accouchements. Mais ouais, je me suis sentie vraiment très, c'était dur en fait de faire le deuil de ce moment-là, qui était extrême et qui était extatique et qui était hors du commun et ça a été, vachement dur de redescendre, de de cette, expérience, intense dans les jours qui ont suivi. Ouais. Et justement, voilà, tu disais comme quoi ça aurait été une première naissance, vous serez allés à l'hôpital. Tu disais que, là, pour cette troisième, donc il y a eu quand même une grosse différence entre la première et la deuxième, c'est une formation de sage-femme Ouais. qui fait que tu es extrêmement au courant de ce qui se passe à l'hôpital et justement, bon après chaque centre, a des propos protocoles différents, mais on trouve des similitudes. Mmh mh. Là, si tu serais en termes d'information, si tu serais allé à l'hôpital, c'était quoi les propositions qu'on fait, lorsque tu arrives, que tu as des contractions et tu es à 35 SA? Mais en fait, à 35 semaines, les issues pour le bébé, elles sont c'est j il y a en fait, il y a j'aime pas donner des réponses toutes faites parce que, les situations, elles sont vraiment, C'est OK aussi, hein, si tu as pas n de réponse. non, mais j'ai des réponses, mais il y a la réponse consensuelle et après il y a les réponses aussi où en fait, on peut aussi réfléchir sur les choses. Tu vois, à 35 semaines, ben, ça va dépendre des bébés. Globalement, ils s'adaptent bien à la respiration, heu, terrestre, dans l'immense majorité des cas. Il y en a d'autres qui ont besoin d'une petite assistance respiratoire. Hem, mais en fait, je pense aussi qu'il faut remettre les choses dans le contexte parce qu'un bébé de 35 semaines qui reçoit, je sais pas, par exemple, qui va recevoir du Synto, de l'ocytocine de synthèse, qui va recevoir une péridurale, et ben, malgré tout, on a beau nous dire que ça n'a quasiment pas d'effet sur les nouveau-nés, je pense qu'il faudrait arrêter de se voiler la face et qu'il faudrait faire des réelles études,
indépendante, financée par aucun laboratoire ou aucun organisme orienté d'une... Voilà, je pense que il faut vraiment se mettre... Enfin, arrêter de se voiler la face. Un bébé qui va naître à 35 semaines avec du Santo, avec une péri, il sera pas aussi alerte qu'un bébé qui naît euh, sans aucun produit de synthèse. Donc, je pense que ça joue aussi beaucoup et que, en fait, si on vivait pas dans un milieu où les naissances ont lieu majoritairement à l'hôpital, on aurait peut-être des résultats différents. Mais en tout cas, même dans ces conditions-là, même avec une péridurale, la plupart du temps, les bébés à 35 semaines s'adaptent bien. Après, ça dépend. Euh, mais, euh, mais ouais, du coup, les issues, bah, en fait, en gros, quand on accouche à 35 semaines, on laisse faire un accouchement. Euh, Avant 34 semaines, on essaye de faire en sorte de calmer les contractions pour attendre. Mais à 35 semaines, si j'étais arrivée, ben, on m'aurait laissé accoucher. Après, ben, voilà, prématurité. Enfin, après, déjà, globalement, ils clampent les cordons beaucoup trop tôt. Donc, ma fille n'aurait pas reçu tout son sang, elle n'aurait pas été oxygénée en continu. Donc, ça l'aurait peut-être un peu bloqué dans sa transition entre la respiration, enfin, l'oxygénation via le placenta et l'oxygénation via les poumons. Donc, voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui font que c'est pas, on se met un petit peu des bâtons dans les roues quand on accouche à l'hôpital. Et là, je sentais vraiment en fait que j'étais plus protégée à- dans ma situation, moi, que j'avais choisi de faire en sorte qu'elle puisse continuer à être reliée à son cordon, à son placenta, pardon. Euh, Être en peau à peau aussi. Moi, je voulais pas qu'on me la retire, surtout pas. Je savais qu'elle allait réguler beaucoup mieux sa température en étant collée sur moi qu'en étant sur une table chauffante. Enfin voilà, voilà grosso modo. Mais non, à 35 semaines, on accouche. J'ai plus le chiffre. Je crois que c'est 10% 7 à 10% des naissances qui ont lieu prématurément, il me semble. Je crois que c'est ça. Et que les bébés nés entre 35 et 37 représentent quand même la majorité des bébés prématurés. Après, ben, la plupart du temps, ouais, les bébés à ce terme-là, ils font un petit tour en couveuse. Enfin voilà, moi, j'avais pas du tout envie qu'elle soit séparée de moi. Et surtout, je savais que le meilleur endroit pour qu'elle se réchauffe, bah, c'était en peau à peau sur moi. Mais je suis quand même restée assez alerte. Mais enfin, à part son petit poids, à part le fait qu'elle avait les yeux tout le temps fermés et qu'elle dormait plus, j'ai pas ressenti de réelle différence avec mes bébés nés à 40 et à 38. Mais par contre, ouais, elle pesait 1 kilo de moins que les autres. 1,5 kg même. Ma fille, elle faisait 3,9 kg. Donc, ouais. Et elle te l'avait dit, confiance, Mais je oui, suis une c'est dernière. fou, hein. Non, mais c'est fou. C'est pour ça que ça m'a encore donné une leçon parce que j'étais assez frustrée de pas avoir d'infos pendant la grossesse. Mais en fait, c'est aussi beau parce que je trouve que on apprend à se découvrir maintenant qu'elle est née. Mon fils, je le connaissais déjà avant qu'il naisse. Donc quand il est né, ben, je l'ai reconnu. Et, et il avait la même tête que ce que je voyais en rêve. Et, et elle, en fait, je sais pas, c'est une connexion très particulière. Ouais, c'est vraiment incroyable. Bon alors, c'est peut-être aussi parce que son histoire est particulière, mais je la materne beaucoup plus que j'ai materné les autres, alors que je les ai beaucoup maternés. Mais avec elle, même quand elle pleure, ça m'énerve pas. Les autres, ça me saoulait. Mais quand elle pleure, je suis là, j'accueille, je suis vraiment
Peut-être aussi parce que j'ai mis en pause mes études et que du coup, je suis vraiment consacrée, qu'à elle, mais je suis vraiment beaucoup, très ancrée dans ma maternité avec elle et ap j'ai eu un sentiment un peu particulier après avoir accouché aussi, j'avais peur de le dire, heu et du coup, on n'a pas trop parlé du terme, bah, dans sa famille. Sa maman n'a pas voulu lui faire peur. Quand elle l'a vue, elle a dit: «Oh, elle est toute petite». Et puis nous, on n'arrêtait pas de dire: «Oui, oui, oui, c'est une crevette, ouais, ouais, c'est une crevette». Et je me suis sentie un peu, ouais, comme une petite enfant à qui, il fallait taper sur les doigts parce que j'avais fait un truc un peu, bah, non conventionnel et j'avais juste suivi mon instinct comme j'ai toujours fait. Mais ben, aujourd'hui, quand tu dis que tu suis ton instinct, que tu te fais confiance, tu passes un petit peu pour pour une gamine en fait, une gamine écervelée qui prend pas, connaissance des risques, des enfin de ce que tout le monde fait. Donc c'est vrai que j'ai vraiment eu ce sentiment-là et c'était un peu compliqué au début et en fait après, j'ai totalement lâché prise et je me suis dit: «Bah, c'est carrément OK en fait». J'ai suivi ce qui m'appelait, j'ai senti que c'était OK pour moi et je l'ai fait en connaissance de cause. Je savais, quels étaient les avantages, les inconvénients, quels pouvaient être les risques et en fait, j'ai aussi fait, une formation de réanimation, néonatale en milieu extra-hospitalier pour les sages-femmes, qui accompagnent les naissances à domicile. Donc j'ai fait cette formation, mais j'avais aucun matériel donc j'avais juste de quoi me dire: «Bon, bah, OK, je peux évaluer si ça ne va pas, mais je n'ai pas de masque à oxygène, j'ai rien du tout». Et quand il a fallu l'aspirer, je l'ai aspiré avec ma bouche parce que j'avais pas de poire, j'avais pas de sonde, j'avais rien. Donc je l'ai aspiré comme ça et ça a fait l'affaire. Voilà. Et j'ai envie de dire, même si voilà, il y a enfin, tu vois, je me relie en fait à quand tu dis, «J'ai l'impression d'avoir une petite fille qui va se faire taper sur les doigts» Mmh. pour plein d'autres sujets, voilà, ça vient résonner avec mon quotidien et un peu Mmh. travailler sur ma légitimité, mon ancrage de oui, ça m'est juste donc c'est juste et Mmh. et tu l'as dit aussi pendant ton récit, c'est que, en fait, toi, tu te sentais en sécurité à la maison. Ouais, Enfin, tu te sentais en sécurité, tu avais les infos et tu as parlé tout à l'heure, de la communication quantique et en fait, effectivement, tu as eu plein de formations, il y a plein de choses qui sont venues, comme se rajouter, comme corde à ton arc et en fait, le truc pour moi que je place vraiment tout au-dessus, c'est ça t'était juste. ouais. Mais en fait, bon, on se parle entre nous et on se comprend et on a, je pense, en grande partie la même vision sur beaucoup de choses. Donc quand je te parle de recevoir les infos, tu comprends ce que je veux dire. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde parce que, la plupart des gens sont pas vraiment, connectés, à l'intuition, au ressenti, heu, au champ informationnel, tu vois? Donc même moi si je dis ça, à la plupart des gens que je rencontre qui nous posent des questions sur nos accouchements, parce qu'on est un peu des bêtes de foire, heu et bah, ils comprennent pas. Et tu mais ils comprennent pas et même si tu leur expliques que tu te sens en sécurité, la plupart du temps, ils te répondent: «Non mais c'est pas que un ressenti de savoir si tu es en danger ou pas», tu vois? Et j'ai envie de dire oui, peut-être, dans certains cas, oui, si je suis ça peut arriver que je sois pas, en tout cas dans ma vie, j'ai toujours ressenti quand c'était OK et quand c'était pas OK. Et dans mon quotidien, j'expérimente beaucoup, mais dans toutes les situations, peu importe, hein, pas que dans le sujet de la naissance, hem, la plupart du temps.
ben, mes ressentis et les informations que je reçois sont bonnes. Ça a toujours été comme ça depuis ma naissance, je peux pas l'expliquer, mais ouais, je me sentais en sécurité et c'est là que je me suis dit: «Oui, effectivement, si je sens qu'il y a besoin d'aller à l'hôpital, enfin, s'il faut aller à l'hôpital, je pense que je le sentirai» et ouais. Non, mais oui, ouais, et c'est sûr que peut-être certaines personnes ne voient pas du tout de quoi on parle et c'est OK aussi, hein, c'est pas du tout un jugement quand je dis ça. Mais c'est que du coup, nous, on est aussi jugés quand on dit ce qu'on dit. Donc c'est un peu frustrant, mais je lâche prise aussi. Est-ce que tu aurais euh, une, une phrase ou quelque chose qui te traverse là maintenant, que tu as envie de partager, une sagesse, voilà, parmi toutes les magnifiques sagesses que tu as Mmh. partagées depuis le départ, il y a quelque chose qui est là et que tu aimerais offrir au monde? Mais c'est une phrase qui est assez connue de Michel Audin. Heu, il dit que pour changer le monde, il faut changer la façon dont les bébés naissent. Bon, elle est très connue, mais en fait, elle est vraiment elle est vraiment vraie parce que, bah, une femme, elle se souviendra jusqu'à la fin de ses jours, de comment elle a été traitée et entourée quand elle a accouché et malheureusement et ben, je pense que ça laisse des séquelles dans sa vie de femme, dans sa vie de mère, dans la vie de la famille, dans la vie de couple. C'est un des impacts qu'on peut même pas imaginer. Ça va au-delà de juste l'acte de sortir, d'expulser un bébé de son corps, en fait, de donner naissance et quand on n'a pas été bien traité, bien respecté, qu'on s'est senti dépossédé, qu'on s'est senti en danger quand on donne naissance, enfin, ça ça influence tellement dans la confiance qu'on peut avoir en soi, en tant que femme, en tant que mère, dans la relation avec l'enfant, ça interfère tellement et on voit souvent le progrès social, heu, que comme si le progrès social se faisait uniquement au niveau de la société, au niveau, de voilà, changer les politiques, au niveau vraiment, global. Mais en fait, le changement, il se produit pour que ça se produise à une grande échelle, déjà que ça se produise en soi et que ça se produise dans la relation mère-enfant, parce que la relation mère-enfant, c'est la base de toute humanité, en fait. Et si le lien entre la mère et l'enfant, il n'est pas sécure, il n'est pas souverain, il n'est pas confiant, ben, on passe quand même à côté de quelque chose et après il faut recoller les morceaux et ouais, je cette phrase, elle me parle beaucoup parce que moi, je me sens vraiment changée et je me sens vraiment apaisée de plus en plus, à chaque nouveau bébé, je me sens de plus en plus apaisée parce qu'il me donne des sacrées leçons, en fait, sur la vie, sur eux, sur moi et je me sens changée et j'ai envie que les femmes puissent vivre ça. Et je dis pas qu'il faut, absolument, pour vivre ça, qu'il faille, forcément vivre, un accouchement non assisté, pas forcément. On peut vivre de très belles expériences, en étant bien entouré et c'est ça qui est important. Se sentir souveraine, respectée et quand on demande de l'aide, on peut aussi se sentir souveraine parce qu'on sait qu'on est respecté et que qu'on s'est écouté aussi, soi-même. Mais ouais, c'est vraiment important pour moi, j'aimerais, c'est mon souhait, mais je pense qu'on n'y arrivera pas, peut-être qu'on n'y arrivera jamais, mais en tout cas, au moins à mon échelle, j'aimerais, bah, que ouais, que les avoir cette influence positive, que les femmes puissent, vivre des belles expériences parce que ça joue tellement sur le lien avec le bébé aussi. Donc voilà, je parle beaucoup, mais c'est un sujet, c'est un sujet sur lequel je pourrais faire une conférence de 10 heures, je pense. Ah, mais moi, c'est un plaisir de t'écouter. Non, Vraiment, merci de tout cœur pour ce moment-là, tu vois, je me sens... Bon, il y a une part de moi qui est avec les mamans de mais Robert. oui.
Il y a tout un espace qui est bien chaud, qui est bien. Mmh. Donc, Ouais, beh, merci vraiment à toi de m'avoir offert cet espace et puis, ouais, j'espère que que ce récit, pourra peut-être éclairer d'autres mamans, je ne sais pas, mais moi, j'en ai jamais entendu en français. bon, moi, j'en ai un à te partager alors. Je t'enverrai Ah! le lien. Oui, c'est Camille, elle habite dans la région, non, elle a déménagé, mais bref, c'est une doula que je connais bien et qui était venue, raconter la naissance de son troisième bébé et qui était revenue raconter la naissance de son quatrième qui était né également à 35 et ça. Ah génial! Je te l'enverrai. Super! Alors je l'ai pas Ah encore bah, j'ai hâte. podcast, mais je te l'enverrai, il est sur Instagram. OK, avec plaisir alors. Sur ce, je te souhaite une bonne nuit. Et bah, merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée et puis, bah, bonne soirée avec, tes enfants. Merci beaucoup, belle soirée à toi Ciao. et bon courage pour, parce que bon, en postpartum avec 3 pitchous, c'est C'est intense. sportif, ouais. Merci Bisous. beaucoup. Ciao, Bonne ciao. nuit. Ciao. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures empuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.